Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais pas prévu de faire un podcast maintenant pour parler des combats de Inoue contre Neri et de Canelo contre Munguia. À la base, je voulais faire ça dans un live qui va avoir lieu mardi soir, donc demain si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, avec Rob, donc les mains hautes, et Vincent. Donc on avait prévu de faire ce podcast-là pour revenir un peu déjà sur ces deux combats et sur l'actu de manière un peu plus générale. Donc ce sera demain à 19h30, donc mardi soir à 19h30. Donc si vous voulez être présent, soyez présents. Donc je m'étais dit que je ferai mes débriefs à ce moment-là. Après, c'est vrai que l'idée, c'est peut-être plus à ce moment-là d'avoir un peu l'avis de mes invités, donc de Rob et de Vincent qui seront là, et de pouvoir rebondir et discuter, parce que c'est vrai que si on fait un débrief complet chacun, ce sera un peu compliqué. Et même moi, ça me permet de mettre un peu de l'ordre dans ma tête. Donc je me suis dit, pourquoi pas au final faire un premier podcast, moi, avec un débrief sur ces deux combats. Et j'avoue qu'en plus, là, je sors du combat contre Inoue, donc j'étais un peu comme un ouf. Donc c'est vrai que c'est difficile de résister à l'envie de vous en parler. Et voilà, et revenir un peu plus à froid demain avec les autres sur justement leur ressenti aussi, qu'on puisse les confronter. Mais je trouve ça intéressant avec le recul, maintenant en tout cas, de me dire je vous en parle avec mes impressions à moi sur le moment, que je confronterai ensuite à l'avis des autres. Donc voilà, du coup je vous fais ce petit podcast un peu au débeauté, un peu improvisé, mais j'espère que ça vous plaira. Et d'habitude je le dis en fin de vidéo, mais si vous m'écoutez régulièrement surtout et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, likez, même d'ailleurs faites-le si vous n'êtes pas régulièrement en train de m'écouter, même si c'est la première fois, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne, liker la vidéo, la partager, la commenter, venir parler avec moi sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est toujours cool. Donc, je vais commencer par le plus frais des deux. Je vais commencer par Inoue contre Neri, aussi celui qui m'a le plus marqué forcément, parce que je me suis régalé. Franchement, c'était un combat de ouf. Enfin, de ouf. Pas tant en termes d'adversité, mais en termes de dramaturgie sur ce qui s'est passé et d'excitation. Voilà, vraiment j'ai adoré. Déjà, je vais pas refaire le narratif au global, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un petit historique avec Neri qui était l'ennemi numéro 1 du Japon dans ce combat, dans cette confrontation, parce que vous l'avez sûrement entendu sur beaucoup d'autres chez beaucoup d'autres créateurs de contenu, donc JC, Box Attitude notamment, on en parlait, Neri justement c'était un peu persona non grata parce que il avait été accusé de dopage après avoir battu un champion japonais, donc Yamanaka. Ensuite il est revenu, il a fait la revanche et là il n'était pas au poids. Et il venait clairement au Japon là contre Inoue, donc à la base il était interdit de territoire, ils ont levé l'interdiction pour qu'il puisse se faire fracasser par Inoue, donc il y avait quand même un contexte très hostile à Neri avant le combat. On sentait aussi que il y avait un vrai enjeu. Quand il est rentré, il était présenté comme le grand méchant, le mec à abattre, donc voilà, ça mettait une tension par rapport à tout ça qui était assez intéressante, et Inoue qui arrivait, donc le héros de la nation, le sauveur. Donc voilà, tout ça c'était assez cool en termes de contexte, mais potentiellement beaucoup de pression aussi pour Inoue. J'avais fait un podcast avant combat en disant que pour moi c'était un peu potentiellement un mismatch et que je voyais pas ça. Donc je voyais le combat se finir en tout cas entre le round 3 et le round 6. Donc pour une fois, je me plante pas trop dans mes pronostics, que ce soit sur Canelo ou sur celui-là, parce que j'avais la bonne physionomie en tête sur ce qui allait se passer. Et en fait, quelque part, le scénario du combat, c'était... Enfin, j'envisageais pas que Inoue aille au tapis. Enfin, j'envisageais pas. C'était envisageable, mais je l'avais pas considéré forcément. Après, ce que je pensais, c'est que la seule chance de Neri de faire quelque chose dans ce combat, c'était de brawler d'entrée, d'être tout de suite imprévisible et d'essayer de faire mal vite à Inoue pour le faire douter en fait. Parce que si on laisse Inoue mettre son jeu en place, c'est là qu'on est cuit, parce que c'est là qu'il va vous cueillir, qu'il va mettre son tempo en place, son timing, vous contrer, vous faire mal, vous rentrer dedans. Et pour moi, Neri avait un peu la chance du puncher, entre guillemets, à savoir rentrer dans Inoue, lui faire mal, quitte à prendre des risques. Et ces risques pouvaient être sanctionnés hyper rapidement. C'est pour ça que j'avais parlé en preview du combat entre Joe Smith Jr. et Arthur Beterbiev, où c'était clairement la technique de Smith, de rentrer très vite dans Beterbiev pour essayer de lui faire mal. Et il s'est fait sanctionner pour ça. Alors lui, ça allait plus vite pour le coup, Joe Smith. Mais c'est un peu cette physionomie-là qu'on a eue. Et tout aurait pu basculer parce que, en effet, Neri... alors, brawl pas forcément d'entrée, il va pas direct à la bagarre,
mais il se montre assez imprévisible dans sa façon de boxer, et il joue bien sa chance. Et surtout, on voit un Inoue, alors ça, c'est un truc que je trouve qui est parfois problématique chez lui, j'en parlais aussi en preview, c'est que souvent, il marque un temps d'arrêt sur ses coups, parce qu'en fait, je pense qu'il punch tellement fort qu'il peut se le permettre d'habitude, parce que ses adversaires s'arrêtent et se mettent en garde, et du coup, il s'en sert pour après regarder ou frapper ensuite. Et là, ça peut lui jouer des tours, et on voit que c'est sur un coup qui tient un peu trop, qui se prend ce contre, qui se prend ce crochet de Neri, et qui tombe donc dans le round 1, dès le round 1, et en plus il tombe bien, quoi. Franchement, il fait presque une pirouette en tombant. Donc là, je pense que tout le Tokyo Dome est choqué. Moi, j'étais choqué devant ma télé, et surtout que, voilà, il prend bien le temps. Franchement, il est jamais au tapis, mais on voit qu'il a du métier parce qu'il se relève pas tout de suite. Il attend, il fait bien le compte. On voit qu'il a l'air quand même dans les yeux assez lucide. Donc, on peut mettre ça sur le compte de l'erreur. Et il s'est quand même bien fait toucher au démarrage. Donc là, on se demande comment il va réagir. Derrière, on voit qu'il est en mode pas survie, parce que c'est aller trop loin de dire mode survie, mais il est vraiment très précautionneux. Il se met en garde, il se déplace, il ne va pas au contact, il fait attention. Il arrive à affronter le round. Mais gros frisson dans le Tokyo Dome, gros frisson, je pense, pour tout le monde devant la télé, en se disant, est-ce qu'on va pas voir le big upset? Est-ce que Neri a pas joué crânement sa chance et trouvé la faille? Et on voit que dans le deuxième, Inoue, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir sa capacité d'adaptation. Il est dans le contrôle, il revient très appliqué, contrôle du jab au max, il se passe pas grand chose. On voit que Neri, lui, cherche à être hyper imprévisible, et derrière, Inoue, cette fois, il commence à bien punir quand Neri se jette, et timing parfait, il arrive à lui mettre un crochet gauche dans la mâchoire, donc à lui rendre l'appareil après un coup de Neri. Donc il le time super bien, c'est hyper bien joué, il revient directement dans le combat. Ensuite, on voit un Neri qui a tendance, je le disais aussi ça en preview, à garder un peu la tête droite parfois, et il a un peu ce rôle attentiste, comme je disais, imprévisible. Inoue, lui, il est un peu court en ligne quand il veut aller chercher Neri, et en fait c'est Neri qui veut, je pense, le forcer du coup à s'engager. Mais derrière, Inoue lui va chercher à faire mal à chaque fois qu'il va avoir l'occasion de rentrer. Et de plus en plus, il va s'installer dans le combat, Inoue. Il va plus prendre les coups, il va contrer systématiquement. Et on voit que dès le 3e, 4e, même le fin du 2e, il a commencé à bien lire la boxe de Neri. On le voit même commencer à chambrer. Donc ça, c'est assez... on l'avait vu un peu faire ça de temps en temps. Mais là, il pousse un peu le truc, donc c'est cool aussi de voir Inoue faire le show. Et on se dit que finalement, là, la chance de Neri, dans le 5e, ça va passer par être capable de créer la surprise, donc d'arriver à surprendre Inoue sur une attaque sur laquelle il ne s'attendait pas. Et ça passe pas à chaque fois. Il vient chercher sa chance, et en fait, il la trouve pas parce que Inoue esquive ou se défend bien. Et finalement, il va choisir d'aller potentiellement au contact. Et là, on voit qu'Inoue prend le temps, qu'il regarde bien, qu'il time bien. Et là, boum, encore un crochet qui passe et ça tombe. Et là, on voit ensuite Neri qui se jette un peu à corps perdu une fois qu'il est touché pour essayer de voir s'il arrive à choper Inoue et à remettre un peu les compteurs à zéro. Il n'y arrive pas et vient le fameux 6e round où là, Inoue déroule, c'est monstrueux. On voit que Neri, il est de plus en plus fébrile. Et puis il y a ce crochet droit monstrueux qui vient éteindre Neri. Donc on voit il s'écroule vraiment de tout son long contre les cordes. Et on le sentait venir en fait. Et voilà, c'est arrivé. Ce KO sur Neri. Donc pour moi, c'était pas une surprise. C'était vraiment la physionomie de combat que je voyais. Encore une fois, je vais pas faire Madame Irma et me la péter. Je voyais pas du tout par contre le knockdown d'Inoue. C'était pas impossible. Parce que si Neri jouait sa chance dès le départ, en essayant d'aller faire mal à Inoue pour le faire douter, c'était ce qui pouvait se passer. Donc on l'a vu, mais ce qu'on a vu aussi, c'est la grosse capacité d'Inoue à faire un reset, à se remettre dans le combat très très rapidement, et derrière à faire mal, à punir et à reprendre le lead du combat. Donc ça, bravo, chapeau. Donc qu'est-ce que cette performance, elle nous dit sur Inoue? Clairement, déjà, je l'ai déjà dit, mais timing impressionnant. Franchement, moi, c'est vraiment ça qui m'a choqué le plus. Sa capacité à lire la boxe de son adversaire et à le rendre derrière inoffensif. Voilà, vraiment encore une démonstration de force d'Inoue. On l'a vu aussi du coup se faire surprendre, et malgré en plus la pression qu'il avait, parce que on n'en parle pas, mais tu te fais mettre un down comme ça
sur un crochet en menton, tu tombes devant tout le Tokyo Dome, t'es chez toi, t'es censé être le sauveur de la nation, le mec qui va punir le gars qui a manqué de respect au Japon, dans ta tête, ça peut tourner très très vite. Et il s'est pas du tout laissé décontenancer, et il est revenu encore plus fort, donc l'orgueil du champion, l'ego du champion qui apparaît, et il a su mettre tous les ingrédients pour laver l'affront et derrière punir immédiatement Neri. Donc bravo à lui, vraiment. Et la question qu'on se demande, c'est qui va lui donner un combat au final. Parce que, comme je disais, là, en fait, il est trop fort, il frappe trop fort, il est trop complet, et ça devient difficile d'envisager quelque chose de compétitif. Alors là, on s'est régalé parce qu'on a un boxeur qui a un peu donné le change, mais voilà, le suspense, il est de courte durée finalement. Tapalès, c'était un beau combat, mais pareil, on se dit que, on voit tout de suite que Inoue, il impose son rythme et son empreinte sur le combat. Et ce qu'on veut maintenant, c'est de voir un mec qui soit aussi complet et qui puisse lui donner le change en frappant. Parce que on a vu du coup un truc, c'est que Inoue n'est pas parfait parce qu'il est capable de tomber. Donc il est humain quelque part. C'est un côté rassurant, mais c'est de se dire, demain, s'il est face à un mec qui est aussi complet que lui et qui frappe fort, qu'est-ce que ça peut donner? Typiquement, moi je parlais d'un combat que j'aimerais bien voir contre League Wood en plume. Donc ça ce serait cool, et il y en a d'autres aussi des clients. Donc ouais, le principal ennemi d'Inoue finalement, ça peut être le poids et la capacité qu'il pourrait avoir à monter encore davantage. Mais à part ça, justement, c'est pour ça que dans la catégorie d'aujourd'hui des super coqs, je vois pas qui peut lui donner un combat. Et la peur que j'ai, moi, c'est de se dire, en fait, il est tellement au-dessus que quelque part, ça peut faire baisser la portée de ses accomplissements. On va se dire, ouais, mais de toute façon, il combat pas des vrais mecs parce qu'il les écrase tous. Et en fait, quand t'as un mec qui est tellement fort, qui massacre tout le monde, t'as l'impression qu'en fait, il combat que des mecs nuls. Mais non, Inoue, il combat que des mecs qui sont des tops de sa division. Et il les marbre tous, en fait. Donc c'est ça qui est vraiment impressionnant. Voilà, je le disais, la seule faille qu'on peut se dire, c'est qu'on l'a vu tomber, donc on voit qu'il est humain. Alors après, je pense que Neri aurait préféré pas le faire tomber dans le premier et pas prendre le bouillon qu'il a pris derrière en réveillant la bête. Mais voilà, c'est comme ça. Et comme je disais, c'est intéressant parce qu'on le voit un peu développer son star power, donc en faisant un peu du showboating, en narguant un peu Neri. Et ça, c'est bien pour la boxe, c'est bien pour les petites KT, c'est bien pour lui. Ça va peut-être faire grimper sa hype encore plus partout dans le monde et notamment aux États-Unis. Donc voilà, ça c'est une belle chose. À noter, c'est marrant parce que, c'est marrant, c'est pas forcément marrant, mais bon. Les deux frères Inoue donc, ont pris un knockdown dans le premier round. Donc Takuma aussi dans son combat a pris un knockdown. Takuma a gagné sur la fin des 12 rounds, donc par décision. Naoya, lui, il laisse pas la place au juge, même si on peut se douter qu'ils auraient eu tendance à être potentiellement favorables si jamais il y avait eu des débats, mais bon. En tout cas, voilà, il a laissé la place à aucun suspense. Et comme je disais, voilà, c'était le combat que je voyais parce que je voyais Neri être obligé de se livrer. Et le 6, je pensais, j'avais dit entre le 3 et le 6, parce que je voyais pas non plus Inoue rusher, ce qu'il a pas fait non plus. Il a pris son temps pour bien faire mal à Neri et en fait le détruire petit à petit, quoi. Donc voilà, c'était vraiment la physionomie que j'envisageais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire sur ce combat? La suite, potentiellement, on a vu que Sam Goodman est monté sur le ring, donc qui est un des challengers de Inoue. Donc apparemment, ça devrait se faire en septembre. En tout cas, ils se sont serrés la main. Goodman a dit que ça faisait un an qu'il attendait en tant que mandatory, donc que c'était à son tour maintenant. Inoue a hoché de la tête en disant qu'on commence les négociations, etc. Il lui a serré la main. Et je pense qu'en général, quand des Japonais serrent la main, c'est signe que ça va se faire, quoi. En tout cas, qu'ils sont honnêtes dans la démarche. Et je vois pas du tout Inoue ducker Sam Goodman. Après, est-ce que le combat m'intéresse? Ça m'intéresse de voir Inoue boxer, mais voilà, c'est pas l'adversaire qui me parle le plus. Surtout que, comme je viens de le dire, pour moi, le seul mec qui peut acheter le respect d'Inoue, c'est quelqu'un qui pourra lui faire mal et qui pourra frapper aussi fort que lui. Ou peut-être pas aussi fort que lui, mais au moins un peu plus fort. Et là, Goodman, c'est pas du tout ce type de profil. Donc, à voir, mais c'est pas un combat de ouf pour moi. L'autre question qu'on a en suspens, c'est qui finalement de lui ou de Crawford est le numéro 1 pound for pound. C'est la question qu'on va avoir à chacun des combats de l'un ou de l'autre. Et ça rejoint un peu ce que je viens de dire en fait. Pour moi, le truc qui manque à Inoue aujourd'hui, c'est un espèce de grand antagoniste qu'il aura réussi à faire tomber. Alors, il a eu Donner à un moment dans ce type de rôle-là, mais ça
ça n'a pas été suffisant parce que dans la rencontre, il l'a démoli. Et au final, si, ça pourrait être, parce que ce que j'allais dire, c'est que Crawford, justement, a eu cet antagoniste avec Spence et qu'il a écrasé complètement, et en fait, qui a fait un espèce de statement monstrueux en se disant, Crawford, vu ce qu'il a fait de Spence, qui est un des top pound for pound lui aussi, c'est vraiment qu'il est dans une autre galaxie. Et c'est vrai que Crawford, on l'a pas vu aller au tapis, alors qu'Inoue y est allé ce soir-là. Ce soir-là au Japon du coup. Donc est-ce que ça va être un marqueur? Je sais pas. Après il se fait surprendre sur un coup en début de combat. Ça peut arriver sur un mec qui est un peu imprévisible. Il récupère super bien. Donc pour moi ça veut pas dire énormément, mais c'est un argument qui va pouvoir rentrer en ligne de compte en se disant Crawford l'a jamais été dans une difficulté comme ça. Après ce qui est intéressant c'est de voir justement comment il a affronté cette difficulté et comment il est revenu encore plus fort. Donc ça doit être marquant. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport justement à ce truc qui est faux, que je dénonce moi-même, du niveau d'adversité, où on a l'impression qu'il roule tellement sur ses adversaires, je mettrais peut-être Crawford encore numéro 1. Mais après, c'est vrai que paradoxalement, on a l'impression que c'est beaucoup plus facile pour Inoue, mais je pense que le niveau d'adversité et l'activité d'Inoue est beaucoup plus prononcé que celle de Crawford. Donc Crawford a une impression de facilité encore plus extrême qu'Inoue sur le ring par sa boxe, mais il faut dire que les accomplissements d'Inoue sont quand même colossaux, et que dans cette catégorie-là, un profil comme lui avec un punch comme ça, on n'en verra pas tous les 4 matins, quoi. Donc je sais pas, c'est franchement hyper dur à arbitrer. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Là pareil, on est sous l'émotion du truc, donc là j'aurais envie de dire Inoue. Après peut-être que quand on aura vu Crawford Madrimov, même si je pense que c'est pas la plus grosse affiche pour avoir une réponse là-dessus, je dirais peut-être que c'est Crawford. Et ouais, j'ai peut-être envie de dire Inoue quand même. Je sais pas, non, Crawford. Je sais pas, franchement je sais pas, c'est horrible. Je vous dirai peut-être demain, venez sur le live et je vous donnerai une réponse définitive quand j'aurai eu le temps de réfléchir à la question. Et oui, il y a un dernier truc qui m'a un peu titillé avec Inoue, c'est que je trouve que parfois il a un peu tendance à avoir le menton à la fenêtre quand il attaque. Et ça pareil, sur un puncher qui contre bien, ça peut lui jouer des tours. Et comme on a vu qu'il était humain et qu'il pouvait tomber, est-ce qu'on n'aura pas un jour une surprise avec Inoue? Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce combat. Il y avait un point que j'avais en tête, mais je pense que ça joue pas énormément. Mais je voulais parler de la préparation potentielle de Nery au Japon, parce qu'on sait que les Japonais ils sont très patriotes. Donc je pense que c'est compliqué de t'entraîner quand tu viens combattre au Japon, parce que c'est dur de trouver des sparring sur place. Donc Nery il a sûrement une équipe qui est venue avec lui, donc pas de souci. Mais quand tu viens au Japon, il faut t'acclimater au pays. Souvent, ils te font pas venir normalement hyper en amont. Bon, après, là, c'est toi qui décides. Mais je sais que moi, j'avais un coach dans ma salle qui devait boxer un japonais donc en pied-point à l'époque. Lui, il était champion Iska. Donc, c'est pied-point. Et il devait boxer contre Tenshin Nazukawa, donc qui est un peu une superstar au Japon. Et il avait fait un plan où presque tu viens 3 jours avant. Donc, pour t'adapter, c'est hyper difficile. T'as pas de sparring parce que personne veut boxer avec toi. Donc je pense qu'à ce niveau-là de compétitivité, Nery il a son équipe, il est capable de venir avant, etc. Donc je pense pas que ça va être un gros facteur, mais c'est vrai que aller boxer au Japon, c'est faire face à pas mal d'adversités externes aussi, quand tu vas boxer un japonais en tout cas. Mais voilà, je pense que c'est un peu anecdotique. Et juste pour finir là-dessus, j'ai bien nommé aussi le combat de Moloney contre Takei. Franchement, c'était assez cool. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, si vous avez l'occasion de le regarder, ça vaut le coup d'œil aussi, c'était assez sympa. Et donc Takei qui prend la ceinture de Moloney. Je pense qu'on a tout dit sur Inoue contre Nery, donc je vais passer au combat de Canelo maintenant. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du combat d'Inoue. Et donc sur Canelo maintenant, il y a pas mal de choses à dire. Alors, bon, évidemment, comme tout le monde, je trouve qu'il a marqué les esprits encore une fois Canelo, parce que comme on le disait, même si on faisait passer un peu Munguia pour le mec qu'on n'attendait pas parce que tout le monde voulait Benavidez, Munguia ça reste un très bon boxeur, ça reste un mec qui méritait aussi sa chance à côté de Benavidez qui l'a mérité plus, mais qui était sans doute un de ceux qui méritait le plus le title shot. Donc là-dessus il y a peu à dire. Moi je voyais pas Munguia arriver à faire la compète avec Canelo, parce que je trouve qu'il avait trop de failles
exploitable par Canelo et que c'est pour ça, je pense que Canelo l'avait choisi. Et en début de combat, il a failli me faire mentir parce que c'est vrai que... Alors, on va parler du scoring aussi, parce que j'ai l'impression que tout le monde a un avis un peu différent sur le scoring de ce combat. Et donc c'est vrai que moi, les 3 premiers rounds, je les donnais à Munguia. Et j'ai été surpris d'ailleurs de voir en début de combat Canelo qui reculait, donc qui était plus dans une posture de laisser avancer Munguia. Alors ça s'est vite inversé par la suite, mais on a vu un Munguia très actif avec beaucoup de volume aussi à distance et un Canelo qui acceptait de reculer lui avant qu'il mette un peu la marche avant justement pendant que Munguia récupérait après ses grosses séries. Et on voyait que le volume de Munguia arrivait à stopper Canelo finalement un peu comme faisait Bivol. Et Canelo était un peu réduit, comme souvent, au power punch. Et on voyait qu'il s'agaçait un peu, justement. Il n'aimait pas prendre les séries de Munguia. Et on avait la réponse à la question qu'on se posait tous. Est-ce que Munguia va respecter Canelo un peu trop ? Finalement, on a vu que ça n'avait pas été le cas. Et on voit Canelo prendre beaucoup de directs. Munguia qui le gêne bien avec son rythme, qui arrive à alterner. Canelo qui mise beaucoup sur la puissance. On voit que Munguia a quand même tendance un peu à baisser les mains sur ses esquives rotatives, donc à laisser de la place pour les coups de Canelo. Munguia, au début de combat, il est beaucoup plus rapide que Canelo. On voit qu'il encaisse bien les frappes, il commence à se libérer, il alterne les phases où il agresse, les phases où il contre. Et franchement, les 3 premiers rounds, j'ai l'impression qu'on a un Canelo qui a pas de solution et qui se fait vraiment bully en fin de round, d'ailleurs, à la fin du 3e. Et à ce moment-là, moi, je me dis qu'on se rend compte que Bivol a laissé un très gros marqueur et que, Canelo, on l'avait pas vu dans cette position, en fait, quand t'es d'être dos au corps, de se prendre des rafales et les encaisser avec cette tête, franchement, c'est assez marquant quand t'as l'habitude de suivre Canelo. C'était assez fort. Et finalement, c'est au moment où on se dit ça que derrière, dans le 4e round, et comme je le disais en preview, attention à la fougue de Munguia. Canelo, finalement, il voit qu'il était un peu surpassé en vitesse ou en volume. Il va réussir à aspirer Munguia sur un combat de près. Et là, il va se manger la combinaison crochet gauche, uppercut droit. Et il finit au sol. Donc, combinaison très lourde qui fait très mal. Et à partir de là, Canelo, il met son empreinte sur le combat. On voit que Munguia récupère bien. Donc, ça, c'est pas le problème. Mais il baisse vraiment d'intensité. Il fait un peu des erreurs. Il a tendance à s'empaler sur Canelo. Ce qu'on pensait qui arriverait, justement. Canelo trouve sa distance. Il a le bon timing. Il arrive à faire mal. Et on voit que plus ça passe, plus Munguia, il est poreux. Moins il est actif. Il accuse le coup, il a moins de timing et il tombe surtout pas mal en fin de combinaison. Il est assez ouvert au crochet et il n'arrive plus à casser le timing de Canelo finalement. Et il finit par avoir des attaques presque stériles que dans la garde de Canelo qui arrive à tout bloquer, à bien lire les attaques. Et presque en fait il touche pour toucher et il a plus l'efficacité qu'il avait dans son volume en fait. On voit que l'impact il a beaucoup baissé et Canelo lui continue dans sa bonne gestion. C'est lui qui dicte le rythme. Ensuite Munguia revient bien, mais encore une fois, il n'y a pas beaucoup de frappes marquantes, et c'est Canelo finalement qui fait le mieux. Et donc, pour moi, là où ça fait un peu débat, c'est que je vois pour le coup le round 9, 10 et 11 à Munguia. Alors le 9, pour moi, je l'ai sûr, où on retrouve vraiment le Munguia dans le 9e du début, avec beaucoup de volume, certes moins de jus que dans les premiers rounds, mais il prend des risques, et il essaye de réattaquer. Donc moi je me suis demandé si c'était pas la stratégie justement de faire fort en début de combat, attendre que Canelo se gaze un peu et remettre la marche avant en fin de combat. Et les 2 rounds d'après, donc le 10 et le 11, je comprends qu'on les donne à Canelo. Moi j'avoue que je les donnais à Munguia pour l'activité. Mais c'est vrai que les frappes significatives sont quand même un peu plus du côté de Canelo. Il n'y en a pas beaucoup je trouve. Donc moi je donne la prime à l'activité. Mais voilà, pour moi, c'est des rounds qu'on peut donner à l'un comme à l'autre. Et le dernier, par contre, je le donne à Canelo. Donc, où Munguia garde de l'activité, mais on voit qu'il a plus de jus. Et c'est Canelo qui finit par marquer la marche avant et qui impose de nouveau sa puissance. Donc, si je donnais les rounds 10 et 11 à Munguia, moi j'avais un 113 Munguia, 114 Canelo avec le knockdown. Donc, je voyais le combat quand même assez serré. Et après, c'est vrai que si les 10 et les 11, tu les donnes à Canelo pour d'autres raisons que je peux comprendre, ça fait quand même un 112, 115 pour Canelo. Donc, pour moi, dans tous les cas, Canelo gagne le combat. Canelo a marqué les esprits. Mais je voyais ça un peu plus serré que les cartes. Je crois qu'il y avait un 117, 110 qui me semblait un peu démesuré. Et ensuite, donc, sur l'analyse du combat,
J'ai écouté le débrief de JC, donc Box Attitude. Il y a un point sur lequel j'étais hyper d'accord avec lui, c'est que ce qui a manqué à Munguia pour moi, c'est que c'était à lui d'amener de la fraîcheur, c'était à lui de proposer le combat, d'amener le combat au final, ce qu'il a réussi à faire au début et là où il s'est essoufflé en fait. Et c'est ça qui m'a un peu déçu, c'est de pas réussir à le voir appliquer une certaine intensité sur toute la durée du combat. Et c'est pour ça que dans ma preview, je disais justement que je voyais le combat entre guillemets facile pour Canelo, que je pensais que il allait le prendre parce que cette intensité, cette activité, elle allait demander une application que Munguia n'avait pas, parce que Munguia, encore une fois, c'est un boxeur qui est très fougueux, qui n'a pas la façon d'être concentré et encore une fois appliqué comme l'était un bivol par exemple. Après, ce qu'on peut se demander, c'est quel a été l'impact du knockdown, parce que c'est vrai que c'est à ce moment-là que Munguia a énormément baissé en intensité. Je pense que ça y est pour quelque chose. Donc voilà, Canelo a su saisir son moment et punir Munguia de la bonne façon et ensuite imprimer son rythme sur le combat. Ensuite, l'autre élément que je voudrais développer, c'est moi j'ai beaucoup vu le roi Canelo impressionnant, etc., etc. Alors, j'ai pas envie de faire le rageux ou le mec qui critique pour rien, parce qu'en effet, oui, Canelo a été impressionnant par rapport à Munguia. Canelo montre qu'il est toujours le patron de cette KT quand il est dedans. Si on exclut les Benavides ou les Morel qui ont dû aller ailleurs, mais je veux dire, le patron de cette KT dans ceux qui ont un poids, on va dire, normal pour cette KT. Après, je trouve qu'il a vraiment fait une victoire à l'expérience, donc ça, on peut pas lui reprocher, parce que en effet, le compteur tourne pour Canelo, et il adapte sa boxe à sa condition physique et aux années qui passent. Il arrive à être toujours très fort dans ce qu'il fait. En revanche, on le voit beaucoup plus se faire secouer, donc ce que je disais dans les 3 premiers rounds, où il prend des rafales, et ça, on n'avait pas l'habitude de le voir faire comme ça, accepter les coups qu'il se prend avec le regard un peu noir, parce qu'on voit que ça le contrarie et que ça le frustre. Et on voit aussi qu'il arrive toujours pas à finir. Donc comme je disais, depuis Caleb Plant, donc 2021 je crois, il a toujours pas fini cet adversaire. Donc c'est le 5e combat qui finit à la décision. Ça veut dire quand même aussi quelque chose sur le vieillissement entre guillemets de Canelo. Et comme je disais, tout le monde est dithyrambique en disant oui, encore une performance exceptionnelle, etc. Alors oui, ce qu'il continue à faire, c'est impressionnant. Mais en fait, là où j'ai envie d'apporter un bémol, alors qui est hyper cruel, hein, j'en conviens, mais c'est que pour lui, ça c'est devenu une norme en fait, d'être au-dessus du lot. Et je trouve qu'on peut pas juger Canelo comme un humain normal, entre guillemets, parce que c'est un des mecs les plus forts aujourd'hui. Et en fait, c'est comme si vous regardez le foot, quand on disait Messi au PSG, ses stats, etc. Oui, il avait des bonnes stats, mais c'était plus le Messi du Barça, en fait. Parce que, on voit qu'il y avait un truc qui avait changé dans sa façon de jouer, etc. Et chez Canelo, je trouve qu'on est confronté un peu à la même chose. Ça reste un extraterrestre pour tous les autres mecs de la KT. Mais si on veut analyser par rapport à la suite, à ce qui attend Canelo, objectivement, on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de fêlures dans son jeu. Et que oui, il est un peu sur le déclin. Et là-dessus, il faut être objectif. Et le juger par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a été lui, en fait. Pas par rapport aux autres. Parce que par rapport aux autres, bien sûr que ça reste une machine et qu'il est beaucoup plus fort. Donc voilà, je pense que cet avis va diviser. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais encore une fois, voilà, pour moi, ça reste un ovni. Mais le Canelo de Saunders ou même de Smith, par exemple, je pense qu'il aurait crucifié Munguia. Et ce déclin-là, au-delà de tout le respect que nous inspire Canelo, on doit le voir parce que ça veut dire que demain, c'est très compliqué pour moi de l'envisager dans un combat contre un Benavides. Et donc, il faut s'attendre à le voir, à prendre des challenges qui seront quand même relevés, comme l'a été Munguia, hein, parce que, encore une fois, Munguia, ça peut être un problème pour n'importe quel gars de la KT, mais le prendre des mecs qu'il s'estime aujourd'hui, qu'il estime ne pas le mettre en danger. Et je pense que c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, et la performance de Canelo ce soir-là nous a montré qu'on était clairement dans cette dynamique, et que presque, à part vouloir voir Canelo tomber, on n'a pas forcément à souhaiter un Canelo contre Benavides. Après, est-ce que la manœuvre, donc on les a vus un peu se parler de loin entre le ring et les gradins, parce que Benavides était présent, est-ce que Canelo veut titiller les Saoudiens pour qu'ils mettent la main au portefeuille pour organiser
Ce combat-là, c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Donc à voir si ça va arriver, et peut-être que c'est pour ça qu'il fait un peu monter la sauce. Il voit tout le monde commencer à toucher le pactole des Saoudiens. Il doit se dire qu'il n'y a pas de raison que lui, le roi de la boxe, la face de la boxe, le visage de la boxe, je suis gourd entre face of boxing. Donc oui, le visage de la boxe ne profite pas aussi de cette manne financière. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il veut faire monter les enchères en créant de la frustration chez les fans. Donc c'est pas impossible. Et encore une fois, je serais peut-être curieux de voir ce que ça donne. Mais si je suis objectif, je vois quand même un déclin chez Canelo qui reste impressionnant parce que malgré ce déclin, il arrive à amener à l'école des jeunes lions affamés comme Munguia. Donc pour ça, il faut mettre du respect sur le nom de Canelo. Mais on est dans une autre ère, dans une autre phase de Canelo. Et il faut accepter qu'on ne verra plus de Canelo qu'on a vu à un moment, au moment encore même de son run en super moyen, que certains disaient déjà sur le déclin à ce moment-là, hein, mais qui avait une boxe encore différente, je trouve, versus celle-ci qui est un peu plus prédictible pour quelqu'un qui serait capable d'avoir son respect en termes de puissance ou d'arriver à avoir une composition et une application sur l'ensemble des rounds et qui pourrait lui créer des problèmes, comme a pu le faire Munguia en début de combat. Voilà pour ce très gros débrief de ces deux énormes combats qu'on a eu ce week-end. Donc moi je me suis régalé donc ce week-end, enfin samedi, d'un du samedi à dimanche et lundi, donc aujourd'hui. On va reparler de ces deux combats donc avec Vincent et Rob des mains hautes demain dans un live. On parlera aussi d'autres sujets, donc notamment Bivol, qu'est-ce qu'il va faire après le fait que son combat contre Beterbiev soit reporté. Donc on sait qu'il a un nouvel adversaire qui a été désigné, on va parler de ça. On va parler aussi un peu encore forcément de l'affaire Ryan Garcia. On va parler aussi de Lomachenko contre Kambosos. Donc voilà, venez nombreux demain si vous êtes dispo. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche. Abonnez-vous sur Instagram. Voilà, ça me soutient énormément, ça m'aide beaucoup. Merci à tous ceux qui le font. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur Antenne Box. Salut!